Bien, bonsoir. Merci beaucoup Françoise Combe de m'avoir invité. Je suis donc très honoré d'être ici pour évoquer avec vous quelques aspects de thermodynamique des trous noirs. Alors, je voudrais juste fixer le cadre. Je vais m'autoriser dans la suite de l'exposé quelques équations, de façon que les éventuels physiciens présents puissent donner un contenu quantitatif à mes propos, mais je m'engage à ce que le discours reste absolument accessible et compréhensible pour les non-scientifiques de l'Assemblée. Alors, permettez-moi de revenir quelques minutes sur le fondement du fondement, qui, bien sûr, vous a sans doute été déjà présenté, à savoir la théorie de la relativité générale. Tout commence par une remarque presque triviale, élémentaire: les corps, quelle que soit leur masse, tombent de la même manière dans le champ de gravité. Bien sûr, si vous vous souvenez vos cours de terminale, mg égale ma, la masse se simplifie, rien de miraculeux. À ce détail près que la masse ici présente est d'origine inertielle et n'a rien à voir avec la gravité, tandis que celle se trouvant à gauche est d'origine gravitationnelle et n'a rien à voir avec l'inertie. Il y a donc quelque chose d'un peu miraculeux dans cette compensation. C'est bien sûr ce à quoi va s'atteler Einstein en essayant de comprendre que vraisemblablement l'effet gravitationnel est moins la résultante d'une force que la conséquence d'une propriété de l'espace. Et ça, c'est important conceptuellement parce qu'il faut se méfier de ce que certains nommèrent l'aveuglante proximité du réel. Nous sommes tous coutumiers de l'idée de force, mais ça ne signifie pas que nous l'avons vraiment comprise. Ces forces à distance, à grands rayons d'action, sans échange de médiateurs, sont en réalité extrêmement étranges. Et revenir à une vision platonicienne, si l'on peut dire, c'est-à-dire géométrique, c'est non seulement, bien évidemment, une amélioration technique des calculs, mais c'est aussi, je crois, une simplification conceptuelle. Donc qu'en est-il? La gravité est démocratique. Nous tombons tous de la même manière dans le champ gravitationnel. Et c'est pourquoi il est légitime de considérer que tout se passe dans cette pièce, localement, comme si maintenant une main de géant avait retiré la Terre et que nous étions accélérés vers le haut avec une accélération égale à celle de la pesanteur. Ces deux situations, la présence de la Terre ou l'absence de la Terre mais une accélération, sont strictement indiscernables par aucune expérience de physique locale. Mais ça, on va voir tout de suite que ça a une conséquence très radicale. C'est qu'il faut effectivement accélérer pour équivaloir à la gravitation. Et pourquoi cela n'est-il pas un détail? Parce que la relativité restreinte, la théorie de l'espace usuel, en l'absence de masse, en l'absence de courbure, nous apprend qu'il y a une quantité fondamentale qui est conservée et qu'on appelle intervalle. Elle est, si vous voulez, l'équivalent du théorème de Pythagore, le carré de l'hypoténuse, qui est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, à ce détail près que nous sommes dans un espace à 4 dimensions, le temps et les 3 coordonnées d'espace, et puis ces petits signes moins qui ne sont pas très importants du point de vue de la structure mathématique, mais qui assurent une nullité de l'intervalle pour la propagation de la lumière. Et le cœur de la relativité restreinte, c'est précisément l'invariance de cette grandeur. Quand je passe d'un référentiel d'inertie, c'est-à-dire un référentiel où je sais écrire la physique, à un autre référentiel d'inertie, l'intervalle est conservé. Et ça, c'est très fondamental parce que ce n'est pas une hypothèse, ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas un désir ad hoc, c'est une conséquence des symétries. C'est véritablement le fait que les lois sont des lois, c'est-à-dire ne dépendent ni du lieu ni du temps, qui va assurer l'invariance de l'intervalle. C'est quelque chose d'extraordinairement profond. Mais c'est quelque part ça qu'on va perdre en relativité générale, parce qu'il va maintenant falloir, pour tenir compte de la gravité, passer vers un référentiel qui accélère. Et donc, la forme de l'intervalle n'a plus aucune raison de garder cette structure. Elle va s'écrire d'une façon plus générale, comme ce qu'on appelle une forme quadratique des coordonnées, avec des coefficients qu'on nomme métriques. Ce qui est fondamental au niveau conceptuel qui nous intéresse ce soir, c'est que le théorème de Pythagore n'est donc plus vrai. Il acquiert une forme plus complexe, différente de celle que nous avons appris à l'école. Mais le théorème de Pythagore, c'est la géométrie. Ce qui se signe donc ici, c'est l'apparition d'une géométrie non triviale, une géométrie non euclidienne, ce qu'on nomme une géométrie riemannienne. Alors, s'agit-il réellement d'une courbure spatiale? Il faut faire attention, parce qu'entre deux points, une balle de fusil aurait une trajectoire quasi linéaire, donc de très faible courbure. Mais un ballon de football aurait une trajectoire en cloche, donc de forte courbure. C'est un paradoxe apparent. Si la courbure est une propriété intrinsèque de l'espace, elle doit être la même pour la balle de fusil et pour le ballon de football. Eh bien, la solution vient de ce que celui qui inventa la relativité générale, Einstein, est aussi le père de la relativité restreinte, qui nous apprend qu'il est impossible de distinguer l'espace du temps. Seul l'espace-temps fait sens.
Et pourquoi cela solutionne-t-il le paradoxe? Parce que le ballon de football est lent. Donc sur l'axe temporel, il est très étiré. Et la véritable courbure, c'est-à-dire la courbure spatio-temporelle et non pas spatiale, est bien la même pour les deux trajectoires. Alors vous voyez l'adage bien connu que nous avons tous lu une fois ou deux dans des articles de vulgarisation chez Newton: la Lune tourne autour de la Terre parce qu'elle est attirée par la force gravitationnelle. Chez Einstein, il n'y a plus de force gravitationnelle. La Lune avance en ligne droite, dans l'espace-temps, courbée par la gravité terrestre. Eh bien, cette assertion prend ici tout son sens. Ce n'est pas quelque chose de magique. C'est simplement parce que le principe d'équivalence nous dit que la gravité égale une transformation non linéaire. Une transformation non linéaire change l'intervalle, ou la forme de l'intervalle, donc apparaît une géométrie plus complexe que celle que nous avons apprise à l'école. Alors, faire de la relativité générale, et je n'en ai que pour quelques minutes avec cette introduction, c'est très simple. Deux choses. D'abord, trouver comment s'écrit la physique usuelle en espace courbe, et ensuite, trouver comment une masse donnée, par exemple celle de la Terre, qui se trouve sous nos pieds, engendre une courbure particulière. Alors le point est assez technique, donc je n'en parle pas. L'idée est assez simple à comprendre. La physique, c'est la science des comparaisons. Il faut comparer une grandeur en un point avec une autre grandeur, ou avec la même grandeur, mais en un autre point. Pour ça, on transporte parallèlement le vecteur et on regarde de combien il a tourné. L'ennui, c'est qu'en espace courbe, cette procédure n'est pas bien définie. Donc il faut inventer une nouvelle dérivée. La dérivée, c'est l'outil avec lequel on compare ou on calcule l'évolution des fonctions pour tenir compte de la courbure de l'espace. C'est ce qu'on appelle la dérivée covariante et elle intègre la déformation géométrique. Le point 2 est beaucoup plus intéressant parce qu'il a un sens conceptuel plus clair. Comment trouver la manière dont une masse donnée engendre la courbure à laquelle nous sommes soumis? Alors pour ça, il faut d'abord comprendre qu'on a un objet qui décrit le contenu de l'espace-temps. On l'appelle le tenseur énergie-impulsion, par exemple la présence de la Terre. Et il va falloir construire un objet géométrique à mettre en face de cet objet décrivant le contenu. Il faut, si vous voulez, décrire le contenant qui sera mis en regard du contenu. Et ce qui est très élégant, c'est qu'un théorème, dit de Lovelock, nous apprend que moyennant des hypothèses relativement générales et naturelles, il y a essentiellement une et une seule solution à cette problématique. Et l'objet en question, on le nomme tenseur d'Einstein. Alors, peu importe sa définition précise et rigoureuse qui ne nous intéresse pas ici. Ce qui est extraordinaire, c'est que cette théorie que beaucoup d'entre nous considèrent comme peut-être la plus belle, la plus subversive, la plus élégante de toutes les sciences dures, consiste simplement à supposer que cet objet, décrivant la géométrie, est proportionnel à cet objet décrivant le contenu de l'espace-temps. Et le coefficient de proportionnalité est fixé de façon que la relativité générale coïncide avec la physique newtonienne à la limite des champs gravitationnels faibles. Ce qui est, je crois, significatif, c'est que le sens de ces équations de champ d'Einstein est relativement clair. La première chose qu'on oublie parfois, je trouve, c'est que l'unification n'est pas née avec la physique des particules. L'unification est véritablement née, enfin elle existait déjà avec Maxwell d'ailleurs, mais dans le secteur gravitationnel est véritablement née avec ces équations de champ, parce qu'avant Einstein, chez Kant ou Newton, le monde était constitué de champs, de particules, si vous voulez, d'objets, et de l'espace-temps. Il y avait le contenu et le contenant qui étaient radicalement disjoints. Ce que comprend Einstein et ce que montrent ces équations, c'est qu'en réalité, le contenant est lui-même un objet physique. C'est que le contenant, c'est-à-dire l'espace, est soumis à des équations d'évolution. Certes, il y a de la courbure, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que l'espace est devenu une entité dynamique. Nous habitons dans un espace en mouvement. L'espace regagne l'arène des phénomènes qui ont lieu, qui ont cours et qui sont régis par des lois bien connues. La conséquence de ça, c'est qu'il n'y a plus de structure fixe ou figée. Vous voyez, philosophiquement, c'est très leibnizien. C'est une vision relationnelle du monde. Les choses ne sont plus ici et là, elles sont les unes par rapport aux autres. Nous sommes des vaguelettes sur un raz-de-marée. Alors pourquoi l'espace-temps est-il un raz-de-marée? Parce que G sur C4 est très petit. Ça signifie que l'espace-temps est très rigide. Il est dur de tordre l'espace-temps. Mais en principe, nous rétroagissons sur l'espace-temps. Les choses se font de manière relativiste, au sens technique, et relationnelle, au sens philosophique.
du point de vue purement mathématique, cet objet-là est un moteur qui permet de déterminer la structure géométrique de l'espace-temps, c'est-à-dire la métrique, et donc d'écrire la physique. Alors on connaît essentiellement deux types de solutions totales, analytiques, complètes aux équations d'Einstein. La première, sur laquelle je ne passe que 10 secondes, c'est la solution cosmologique. C'est, là un petit anglicisme demeure, excusez-moi, c'est-à-dire la description de l'univers dans son ensemble. Parce que l'univers est très simple aux grandes échelles. Il est homogène, le même partout ou presque, et isotrope, le même dans toutes les directions ou presque. Et ces symétries permettent de simplifier considérablement le théorème de Pythagore, c'est-à-dire l'intervalle. Et ce que vous remarquez tout de suite, c'est qu'on a la coordonnée temporelle et puis la coordonnée spatiale. Et en fait, ne demeure qu'une seule fonction inconnue, qu'on appelle le facteur d'échelle, et qui montre quoi? Eh bien, qui montre que la coordonnée spatiale va être soumise à une dilatation ou à une contraction. Et ce que vous voyez apparaître ici, bien sûr, c'est le phénomène d'expansion de l'univers. L'expansion de l'univers n'est pas un mouvement des corps dans l'espace, il est une dilatation de l'espace lui-même. Et pour trouver la valeur effective de ce coefficient à doter, il suffit de les reporter dans les équations d'Einstein et de se rendre compte, c'est l'équation de Friedmann, que la vitesse d'expansion de l'univers est proportionnelle à son contenu. Et avec ça, on peut décrire l'histoire de l'univers entre pratiquement un milliardième de seconde après le Big Bang et l'époque contemporaine. Bien, j'en viens enfin à ce qui nous intéresse ce soir, à savoir les trous noirs. Alors j'aurais dû me concerter avec Françoise Combe, ce que je n'ai pas fait, donc vous voyez, nous avons eu la même idée, je montre le même film, donc je ne vais pas le recommander naturellement, mais enfin il est tellement beau, on ne s'en lasse pas. Donc je commence expérimentalement. Voilà, les trous noirs existent, c'est très probable. Sans même faire la théorie, on voit ici, ce que vous a expliqué Françoise, qu'on a un objet qui est très massif, on peut mesurer bien sûr sa masse à partir des orbites, qui est très sombre, puisqu'on voit les étoiles mais on ne voit pas l'objet, et qui est très dense, puisque les étoiles le frôlent sans le percuter en quelque sorte. Donc c'est exactement les caractéristiques que l'on attend pour un trou noir. Alors, juste une précision épistémologique, il faut faire attention quand on parle d'observation indirecte. Nous, on est un peu biaisé par l'importance qu'a pour nous la vue, mais quelque part, la gravité n'est pas plus indirecte que l'observation visuelle. Donc, voir le trou noir par ses effets gravitationnels, quelque part, c'est aussi fiable que de le voir par ses effets lumineux. C'est un autre mode d'accès au réel. Et bien sûr, scientifiquement, ce qu'on veut, c'est croiser les approches et avoir autant d'indications que possible. Alors, juste une digression de quelques instants sur le calcul de la taille d'un trou noir, que sans doute on vous a déjà présenté, mais qu'il est bon d'avoir en tête. La définition, vous la connaissez, c'est un objet dont rien ne peut sortir. Pas même la lumière. Son invention n'est pas récente, on ne la doit pas à Einstein. Dès le XVIIIe siècle, l'idée qu'il puisse exister un corps tel que la vitesse de libération, c'est-à-dire la vitesse nécessaire pour s'en extraire, soit plus grande que la vitesse de la lumière, a émergé chez Laplace et Mitchell. Et le calcul classique est complètement faux du point de vue mathématique, mais donne le bon résultat. Alors, ne serait-ce qu'au niveau mémotechnique, il est intéressant de l'avoir en tête. Si je veux calculer la vitesse de libération, donc la vitesse qu'il faut me donner pour que je m'extrais du champ gravitationnel, il suffit d'écrire que l'énergie cinétique qui me porte vers le haut est compensée par l'énergie potentielle qui me porte vers le bas. Donc l'énergie potentielle, c'est Gmm sur R. L'énergie cinétique, si j'oublie la relativité, pour avoir la vitesse de la lumière, c'est mc2 sur 2. La masse se simplifie, comme il se doit. Dans le champ de gravité, les trajectoires ne dépendent pas de la masse. Et je trouve donc que le rayon dans lequel il faut comprimer la masse grand M pour que la vitesse de libération soit au moins égale à celle de la lumière, c'est-à-dire pour avoir un trou noir, est Gmm sur c carré. Alors je trouve que ce calcul naïf donne le bon résultat, donc on le garde en tête comme moyen de retrouver la formule. Et bien sûr, les valeurs numériques ont du sens. Si je prends ici la masse de la Terre, je trouve que le rayon dans lequel il faut la comprimer pour faire un trou noir est de l'ordre de quelques millimètres. Donc c'est difficile de faire un trou noir. Ça ne signifie pas nécessairement qu'ils sont tous très denses. À quelques milliards de masses solaires, la densité d'un trou noir n'est pas supérieure à celle de l'air. Mais ça signifie quand même qu'il faut un facteur de compression assez radical. Alors dans la suite de l'exposé, je prends C égale 1 pour me placer dans un système d'unité qui est plus naturel. Alors la première caractéristique qui va m'importer dans la suite des trous noirs, c'est que ce sont des êtres physiques sans échelle. Sans échelle, ça veut dire sans taille et sans masse caractéristique. Je pense que c'est véritablement la propriété qui les singularise le mieux de tous les autres objets physiques. Vous voyez, les planètes n'existent que dans une gamme de masse qui est probablement entre une fraction de celle de Pluton et quelquefois celle de Jupiter.
Les hommes adultes n'existent qu'entre quelques dizaines et quelques centaines de kilos. Ce sont des intervalles toujours très réduits. Les trous noirs peuvent, du point de vue classique, exister quasiment entre des masses arbitrairement petites et des masses aussi grandes que celles de l'univers. Il n'y a pas de limite. Et leurs propriétés classiques extérieures sont essentiellement les mêmes. Donc cette absence de taille ou de masse caractéristique est vraiment quelque chose qui est intrinsèque à la simplicité de l'objet trou noir. Alors quand on résout les équations d'Einstein, on peut trouver la forme du théorème de Pythagore, de la métrique, de l'intervalle, autour d'un trou noir. Et qu'est-ce que vous voyez? D'abord, vous voyez qu'il y a un facteur ici qui n'est pas égal à 1. Si je n'avais pas de trou noir, si je n'avais pas de planète, si je n'avais pas d'étoile, si j'étais dans le vide absolu, je trouverais, enfin dans le vide, loin de la masse, ce n'est pas le vide qui compte, c'est la distance par rapport au terme source, je trouverais ici un facteur égal à 1. Le fait que je n'ai pas 1 dit que la géométrie est affectée par la présence des corps célestes. Je n'ai pas la somme des angles d'un triangle qui est égale à 180 degrés, je n'ai pas la circonférence du cercle qui est égale à 2 pi fois son rayon. Alors je dirais que la définition relativiste d'un trou noir, c'est que la région pour laquelle, alors R, qui marque la distance par rapport au centre, c'est la coordonnée radiale, la région telle que R est plus petit que 2gm, cette valeur qu'on appelle le rayon de Schwarzschild, est accessible sans entrer dans l'objet. Pour la Terre, par exemple, le rayon de Schwarzschild, 2gm, c'est quelques millimètres. Je ne peux pas être à 2 mm du centre de la Terre sans entrer dans la Terre. Et pour cause, la Terre n'est pas un trou noir. Si, à contrario, je peux m'approcher du centre à une distance qui est peut-être plus petite ou égale à celle-là, sans entrer dans l'objet, c'est qu'effectivement, celui-ci est un trou noir. Alors, je commence par un point un peu exotique, disons, mais qui permet de sentir tout de suite la problématique. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? Qu'est-ce qui se passe si je me place à une distance r qui est inférieure à 2gm, c'est-à-dire si je suis dans le trou noir? Alors, première remarque, a priori, si je crois à la relativité générale, il ne se passe rien de spécial. Un trou noir est une sphère, mais son horizon est une surface immatérielle. Je ne heurte pas l'horizon. Elle est dépourvue d'effets physiques immédiats. Donc je peux rentrer dedans. Et si je rentre dedans, vous voyez immédiatement quelque chose d'intéressant. Regardez. Si R est plus petit que 2gm, ce terme-là est plus grand que 1. C'est pas, j'ai quelque chose divisé par quelque chose de plus petit. Donc c'est plus grand que 1. Et 1 moins quelque chose de plus grand que 1, c'est négatif. Donc ce terme devient négatif, et celui-là, comme il a un signe moins devant, il devient positif. Ça a un sens conceptuel très clair. Regardez en espace plat, en espace euclidien, sans trou noir, sans masse, sans rien. Quelle est la différence entre le temps et l'espace? La seule différence entre le temps et l'espace, dans le théorème de Pythagore généralisé, c'est qu'il y a un signe qui est différent, c'est qu'il y a un plus devant le temps et un moins devant l'espace. Mais là, ce qui va se passer à l'intérieur du trou noir, c'est que le signe change. Donc au niveau intuitif, ce qui va arriver, c'est que le temps devient de type espace, et l'espace devient de type temps. Donc vous voyez que c'est en un sens assez précis et non métaphorique qu'on peut considérer que dans le trou noir, l'espace et le temps vont en quelque sorte s'interchanger l'un l'autre. Alors ce qui est fondamental pour comprendre les trous noirs et la thermodynamique à laquelle je vais arriver avant la fin, je vous promets, c'est de considérer plusieurs types d'observateurs. Alors je considère 3 observateurs simples à comprendre. D'abord l'archiviste, l'observateur de Schwarzschild, l'observateur qui est loin du trou noir. Celui qui voit ces coordonnées-là, qui mesure R et T, tel qu'écrit ici. Si vous voulez, c'est l'astronome derrière sa lunette astronomique, en gros. Ensuite, on peut considérer l'observateur en chute libre, celui qui est en train de tomber sur le trou noir. C'est l'observateur de Lorentz, c'est l'observateur qui voit la physique usuelle. Et enfin, je peux considérer l'observateur coquille, un observateur qui serait stationnaire au voisinage du trou noir. Alors à l'extérieur, à l'intérieur, c'est impossible d'être stationnaire, qui aurait des moteurs de fusée qui l'empêchent de tomber, qui s'opposent, si vous voulez, à la gravité en dépensant énormément d'énergie. Voilà mes 3 observateurs. Puis je lâche une pierre sur le trou noir, et je me demande ce qui se passe quand la pierre entre dans le trou noir. L'observateur coquille, l'observateur local, d'accord, qui est à l'arrêt, près de l'horizon du trou noir, juste à l'extérieur, peut mesurer la vitesse de cette pierre. Le calcul est très simple, et on trouve cette formule. Cette formule me donne que quand R égale 2gm, c'est-à-dire à l'horizon du trou noir, la vitesse est égale à -1. En unité naturelle, -1, ça veut dire -c. Ça veut dire moins la vitesse de la lumière. Alors le signe moins, ça veut simplement dire qu'on rentre. Plus, c'est quand on s'éloigne. Moins, c'est quand on va vers le centre. Donc le signe moins, c'est normal, la pierre est en train de tomber. Et je trouve la courbe en jaune. Quand je m'approche de l'horizon du trou noir, l'observateur local mesure une vitesse qui est égale à la vitesse de la lumière. Mais maintenant, si j'observe le même phénomène vu de loin, vu de l'observateur de Schwarzschild, vu de l'astronome, je fais le même calcul et je trouve cette formule-là. Et cette formule-là, vous voyez que quand R égale 2gm, ce terme est égal à 0. 1 moins 1, ça fait 0. Donc j'ai 0 fois 1, ça fait 0.
je trouve une vitesse nulle. C'est la courbe en bleu. L'observateur lointain voit la pierre se figer à l'horizon du trou noir, et même s'étaler d'ailleurs sur le trou noir. Alors, ça paraît infiniment contradictoire. Là, j'ai la plus grande vitesse qui existe, et là, j'ai la plus petite vitesse qui existe. Et pourtant, bien sûr, dans une acception relativiste, ce sont deux propositions toutes les deux cohérentes dans un système de coordonnées différent. Alors maintenant, je vais faire une transformation de Lorentz, c'est-à-dire que je vais passer de l'observateur coquille à l'observateur qui est en train de tomber sur le trou noir. Donc je vous fais grâce du calcul, mais il est très simple. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va maintenant regarder la propagation de la lumière à l'intérieur du trou noir. Alors c'est très facile. On a un trou noir, on est dedans et on émet deux grains de lumière, deux photons, un vers l'extérieur et un vers l'intérieur. Et on regarde quelle est leur vitesse. Alors pour ça, on écrit que l'intervalle est nul, on fait deux lignes de calcul, c'est tout bête, et on trouve cette formule. Et cette formule, elle a elle aussi un sens très clair. Quand R est plus petit que 2gm, donc quand je suis dans le trou noir, à l'intérieur de l'horizon, ce terme, n'est-ce pas, est plus grand que 1. Moins quelque chose qui est plus grand que 1, plus ou moins 1, c'est toujours négatif. Par exemple, moins 3, plus ou moins 1, ça fait moins 2 ou moins 4. J'ai deux solutions parce qu'il y a le photon qui est émis vers le centre et le photon qui est émis vers l'extérieur. Mais là, ce que vous voyez, c'est que les deux solutions sont négatives. Ça, c'est très fort. Ça veut dire que même la lumière émise vers l'extérieur va en réalité vers l'intérieur. Et là, vous avez la preuve relativiste qu'en effet, rien ne peut s'échapper, pas même la lumière d'un trou noir. De façon très métaphorique, on est un peu en train de dire que le tapis roulant d'espace-temps va tellement vite que même la lumière qui essaye de remonter le courant va en réalité en sens inverse de sa direction naturelle de propagation. Alors je reviens encore un instant à la même métrique, c'est la même que tout à l'heure, c'est celle du transparent d'avant. Puis je vais calculer la vitesse de la lumière. C'est un peu idiot parce qu'on connaît déjà la réponse. La vitesse de la lumière, je fais ds égale 0. La lumière a toujours un temps propre qui est égal à 0. Et donc je trouve que dr sur dt, la vitesse, vous voyez tout de suite, on oublie ce terme, que ce n'est pas égal à 1. Mais 1, c'est c. Donc ça veut dire que la vitesse de la lumière n'est pas égale à la vitesse de la lumière. C'est un peu bizarre, ça. Non, ce n'est pas bizarre. Ce n'est pas bizarre parce que la lumière va toujours à la même vitesse mesurée localement. Mais pour l'observateur de Schwarzschild, pour l'observateur distant, oui, je vois effectivement un ralentissement de la lumière eu égard à la présence de masse. C'est l'effet Shapiro, d'ailleurs, qui a déjà été mesuré. Pas pour un trou noir, mais c'est vrai pour n'importe quel corps massif. Il y a un autre petit problème. Regardez, en R égale 2gm, ceci est égal à 1. 1 moins 1, ça fait 0. Oui, mais là, j'ai une puissance moins 1. 1 sur 0, ça fait l'infini. Ça, les mathématiciens n'aiment pas beaucoup. C'est ce qu'on appelle une divergence. Pendant très longtemps, beaucoup de physiciens, y compris Einstein, ont pensé qu'il s'agissait d'un comportement pathologique de l'espace-temps lui-même, et donc on pensait que l'horizon d'un trou noir était une surface à laquelle il se passait des choses vraisemblablement catastrophiques. Ce n'est pas le cas. On peut là encore faire un changement de coordonnées, là encore c'est deux lignes de calcul de niveau premier S, et on trouve que la même métrique, c'est-à-dire le même espace-temps, peut être réécrit d'une manière où il n'y a plus aucune divergence, plus aucune apparition de nombres infinis pour R égale 2gm. Et ce qu'on montre là de manière relativiste, c'est ce que j'énonçais tout à l'heure. Il ne se passe rien de particulier au passage de l'horizon. Le passage de l'horizon n'est pas associé à un ressenti physique particulier. On peut entrer dans le trou noir. On peut même d'ailleurs y vivre un certain temps. Pour un trou noir comme celui dont a parlé Françoise Combe, on n'aurait que quelques dizaines de secondes de temps de vie, donc c'est assez bref. Mais pour un trou noir de plusieurs milliards de masses solaires, on pourrait espérer y vivre quelques jours. Donc c'est quand même quelque chose de macroscopique, de mesurable. Alors tout ça se résume sur les diagrammes de Penrose que je crois mon ami Jean-Pierre Luminet vous a présenté la semaine dernière. On porte l'espace en x, le temps en y, et puis un système d'unités tel que la lumière se déplace à 45 degrés. Donc là c'est très simple, on comprend tout. Ça, ce losange, c'est notre univers. Ça, c'est l'infini passé. Ça, c'est l'infini futur. Ça, c'est l'infini spatial. Et puis les deux petits segments-là, c'est d'où part et où arrive la lumière. Ce que vous voyez, c'est que le trait qui est ici correspond à l'horizon, à la surface du trou noir. Et vous voyez que la particule bleue peut effectivement rentrer dans le trou noir. Et là, il se passe une chose intéressante. Immédiatement, il apparaît qu'il est impossible de revenir dans l'univers. Pourquoi ? Parce que une fois que je suis là, si je veux retourner ici, il faudrait que je m'écarte de plus de 45 degrés par rapport à la verticale. Mais ça, vous voyez que ça voudrait dire aller plus vite que la lumière. Donc, ce n'est pas possible. La structure causale qu'on vient d'expliquer se voit immédiatement sur ce schéma. Puis il y a autre chose d'intéressant qui apparaît sur ce schéma. C'est que le centre du trou noir, la singularité, qui est une vraie singularité, celle-là, essentielle, en R égale 0, elle apparaît comme une ligne horizontale. Et ça
ça signifie qu'une fois que vous êtes dans le trou noir, vous voyez que quelle que soit votre trajectoire, vous allez finir sur cette ligne-là. Il est impossible d'échapper à la singularité centrale. Et la dernière bizarreté d'ailleurs, c'est que cette singularité étant horizontale, c'est moins un point spatialement déterminé qu'une sorte d'achèvement du temps. Vous voyez, c'est l'axe de temps qui s'arrête sur cette singularité. Alors on peut étendre cette géométrie, c'est assez drôle, on voit apparaître un autre univers. Alors on ne peut pas accéder à l'autre univers, pour la même raison que tout à l'heure, mais depuis l'intérieur du trou noir, on pourrait l'observer. Et puis si on s'intéresse aux trous noirs en rotation, trou noir de Kerr qu'évoquait Françoise, ou les trous noirs chargés, alors c'est encore pire, on voit apparaître plein d'univers, et on peut même, en suivant cette ligne bleue, aller de l'un à l'autre sans dépasser la vitesse de la lumière, donc sans violer la causalité physique. Alors il ne faut pas prendre ça trop sérieusement. Il est tout à fait probable que ce soit un simple artefact mathématique et pas un effet physique réel. Et quand bien même ça serait physique, il est extrêmement probable que ces structures soient instables, c'est-à-dire que de toute façon, on ne puisse pas les utiliser pour voyager. Donc à ce stade, c'est plus un exercice de physique mathématique qu'un exercice de physique expérimentale ou observationnelle. Alors, je ne résiste pas à vous montrer 10 secondes de la magnifique simulation d'Alain Riazuelo, qui montre ce que nous observerions si nous étions en orbite autour d'un trou noir relativement massif. Alors, je n'ai pas le temps de la décrire, mais ce qui est génial, c'est qu'on voit en quelques secondes qu'un trou noir, c'est plus qu'un simple disque qui masque ce qui se trouve derrière lui. D'accord ? Il y a des effets extraordinairement beaux. On a ici cet anneau qui apparaît à 3 fois le rayon de Schwarzschild. Vous voyez par exemple que chaque étoile qui est ici va avoir une image fantôme ici. En fait, elle va avoir une infinité d'images fantômes qui correspondent à plusieurs trajectoires que peut avoir suivi la lumière eu égard à la présence de courbures. Et puis on voit des effets d'amplification quand par exemple l'étoile est alignée avec le trou noir et qu'il joue le rôle de lentille gravitationnelle. Tout ça simplement pour donner un contenu intuitif au fait que la distorsion de l'espace est un phénomène très riche, très complexe et accessoirement très joli. J'en arrive enfin à la thermodynamique qui nous intéresse ce soir. La thermodynamique, pour l'instant sans lien avec les trous noirs, c'est la science des machines à vapeur. C'est la science qui nous explique comment on peut transformer de la chaleur en travail. Comment on peut faire avancer un train en faisant bouillir de l'eau. Voilà comment est née la thermodynamique. Mais d'un point de vue plus théorique, c'est aussi la science qui a le bon goût de nous expliquer comment on peut comprendre les propriétés macroscopiques, c'est-à-dire à grande échelle des systèmes, sans avoir besoin de connaître les propriétés microscopiques des systèmes. C'est ça qui est central et c'est ça qui est très beau. Je peux comprendre une grande partie, et même la totalité d'ailleurs, du comportement du gaz dans cette pièce sans savoir que les atomes ou les molécules existent. C'est ça que permet de faire la thermodynamique. Et c'est extraordinairement puissant. Alors du point de vue mathématique, elle se fonde sur un postulat essentiel. Il existe une fonction qui dépend des variables d'état. Donc les variables d'état, c'est l'énergie, le nombre de molécules, le volume, etc., qui est appelée entropie et qui a 3 caractéristiques. La première, c'est que si je connais l'entropie, je connais tout. Mais en fait, je ne la connais jamais d'une façon explicite et analytique en fonction des variables d'état. Mais si vous voulez, elle contient toute l'information à grande échelle, toute l'information qui ignore les petits degrés de liberté fondamentaux. La deuxième propriété, c'est qu'elle croît avec l'énergie. Et la troisième propriété, c'est que si je relâche une contrainte, par exemple, j'ai du gaz dans une boîte et puis j'enlève une membrane permettant au gaz de diffuser, cette fonction entropie va changer de façon qu'elle se maximise dans le nouvel état du système. Alors à partir de là, je peux définir d'autres grandeurs comme la température, etc. Ce qui est fondamental, c'est que je crois que c'est peut-être la branche la plus fiable de toute la physique. Et on ne parle pas de quark, on ne parle pas de boson de Higgs, on ne parle pas de gravitons, etc. ici. Ça a l'air un peu désuet. Mais en réalité, c'est ce qui confère à la thermodynamique son extraordinaire profondeur et fiabilité. À titre d'exemple, je mentionne simplement, d'ailleurs le pauvre Boltzmann qui a inventé la thermodynamique statistique s'est suicidé en partie à cause du manque de reconnaissance de ses pairs. Donc l'histoire contemporaine a été injuste avec lui. Donc je disais qu'à titre d'exemple, les équations d'Einstein que j'ai rappelées tout à l'heure, qui décrivent l'évolution du champ de gravité, semblent n'avoir rien à voir avec la thermodynamique. Et pourtant, Ted Jacobson a démontré il y a quelques années qu'il était possible de les démontrer à partir de considérations thermodynamiques. Donc vous voyez l'extraordinaire portée et l'extraordinaire puissance de ce genre d'idées.
Alors, il faut que je revienne un instant sur l'entropie, qui est ce qui va nous intéresser pour les trous noirs et qui a un sens très fondamental. Alors, la définition initiale, on la doit à Sadi Carnot. Elle m'intéresse peu pour aujourd'hui, donc j'en viens plutôt à la manière dont Boltzmann va la réinterpréter. Alors, Boltzmann va écrire l'entropie comme une certaine constante, fois le logarithme, peu importe, c'est une fonction croissante, disons, de cette grandeur oméga. Cette grandeur oméga, elle est très simple à comprendre. C'est le nombre d'états microscopiques, c'est-à-dire fondamentaux, qui me donne le même état macroscopique, c'est-à-dire moi ce que j'observe à grande échelle. Par exemple, dans cette pièce, à grande échelle, on voit du gaz qui a un certain volume, une certaine température, une certaine pression. Et il y a plein de manières différentes d'agencer les molécules élémentaires qui me donnent la même configuration, même pression, même volume, même température. Voilà ce que compte l'entropie. Et vous voyez tout de suite le lien avec le désordre. Regardez, imaginez un aimant, que cet aimant est composé de plein de petits aimants élémentaires. Si l'aimant global, macroscopique, a l'aimantation maximale, forcément, c'est que tous les petits aimants élémentaires sont alignés. Ça, c'est une entropie très faible. Pourquoi? Parce que je n'ai qu'une seule configuration microscopique qui me donne la bonne configuration macroscopique. Et vous voyez qu'effectivement, elle est parfaitement ordonnée. Imaginez maintenant que l'aimant est une aimantation globale qui est nulle. À ce moment-là, j'ai plein de manières différentes d'arranger les petits aimants de façon que leur somme soit nulle, n'est-ce pas? Parce que je peux les permuter entre eux. Si j'en ai 5 en haut et 5 en bas, l'aimantation globale reste nulle. Je peux le faire de plein de manières différentes. Donc vous voyez que le nombre de micro-états est très grand. Et en effet, le système est désordonné. Ils ne sont pas tous alignés, ils sont un peu n'importe comment. Donc on voit très bien intuitivement qu'à partir de cette définition, l'entropie est effectivement une mesure du taux de désordre du système. Et puis il y a une troisième manière de l'appréhender, alors tout ça est équivalent, ça a été très très étudié, qui est de penser en termes d'information. Et on comprend bien que c'est assez similaire à la précédente. L'entropie quantifie l'information que je perds sur un système quand je le regarde seulement à grande échelle. Si je donne juste la température, le volume et la pression dans cette pièce, évidemment, je ne connais pas la position individuelle de chaque molécule. Je perds énormément d'informations, ça veut dire que c'est un système très entropique. Alors, juste une remarque en passant, il faut penser de manière relationnelle, parce que on pourrait, évidemment, si j'ai plus d'informations sur le Soleil, je pourrais en déduire que sa température va changer. Bon, ça, évidemment, ça ne marche pas. La température, ce n'est pas une construction sociale, d'accord? Donc, il faut bien comprendre que les variables macroscopiques sont fixées par la manière dont les systèmes se couplent. Donc, il ne faut pas pousser l'apparent arbitraire de ces grandeurs trop loin, naturellement. Retour au trou noir. Quel est le rapport? Le rapport est le suivant. Je disais tout à l'heure que les trous noirs n'ont pas d'échelle, pas de taille, pas de masse caractéristique. Mais, en plus, ils se ressemblent tous. Ça, c'est un théorème de physique mathématique. On dit qu'ils n'ont pas de cheveux, à la différence de ceux qui travaillent sur les trous noirs. Concrètement, on peut montrer, ce n'est pas une vue de l'esprit, merci, le rire à retardement, donc j'en demandais pas tant. On peut montrer, donc ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est un théorème, qu'en fait un trou noir à l'échelle macroscopique est entièrement défini par sa masse, sa vitesse de rotation et sa charge électrique. Ça, c'est exactement ce qu'il me faut pour une description thermodynamique. Vous voyez, j'ai un système qui, vu de loin, est décrit par un très petit nombre de variables, comme la pression, le volume et la température du gaz dans cette pièce. Donc ça ressemble à un système thermodynamique. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Si on veut plus loin, il nous manque la fonction centrale, la fonction entropie, qui est vraiment le cœur de la pensée thermodynamique. Et à ce moment-là, un jeune physicien à l'époque, Jacob Bekenstein, comprend qu'il y a peut-être une analogie à développer avec l'air d'un trou noir. Parce que quelques années avant, Hawking et Penrose avaient compris que l'air d'un trou noir, on pourrait dire le rayon, mais pour un trou noir en rotation, le rayon n'est pas bien défini. Enfin, ça dépend du système de coordonnées. Disons que l'air est quelque chose de plus générique. D'accord ? Penrose et Hawking avaient démontré que l'air d'un trou noir ne peut que croître. Tiens, comme l'entropie. Donc Bekenstein va être amené à conjecturer que l'entropie d'un trou noir est vraisemblablement quelque chose qui est proportionnel à son air. Et il va généraliser la loi fondamentale de la thermodynamique qui dit que l'entropie ne peut pas décroître. Parce que, imaginez qu'une bouteille remplie de gaz, donc un système très entropique, soit jetée dans un trou noir. Il semblerait que l'entropie de l'univers a décru, puisque j'ai perdu cette bouteille et j'ai perdu son entropie. Ça, c'est interdit. Donc ce que va dire Bekenstein, c'est qu'en réalité, l'entropie du trou noir va croître et que la croissance de l'entropie du trou noir va surcompenser la perte d'entropie associée au gaz qui est entré dedans. C'est ce qu'on appelle le second principe généralisé. Alors, je vous propose une petite expérience de pensée très simple
pour comprendre pourquoi, pour un volume donné, l'entropie d'un trou noir est maximale. Considérons une petite sphère de matière dont le volume est égal à gamma, quelle que soit la matière. Et puis considérons qu'on fasse s'effondrer sur cette sphère de matière une coquille de lumière qui emmène une certaine énergie, que l'on choisit de façon qu'une fois que la coquille de lumière a pénétré la sphère de matière, celle-ci s'effondre en un trou noir qui aura exactement une taille égale à celle de la quantité initiale de matière. Je ne sais pas le faire concrètement, mais je peux imaginer cette expérience. Eh bien, cette transformation étant irréversible, l'entropie ne peut qu'augmenter. Donc vous voyez que l'entropie du trou noir résultant est forcément plus grande que l'entropie de la matière initiale. Donc sur le moindre calcul complexe, on voit immédiatement que l'entropie d'un trou noir maximise l'entropie qu'il est possible d'allouer à une zone de l'espace. Un trou noir est un objet maximalement entropique. Alors ça, c'est très intéressant. Ça va nous permettre de poser ce qu'on appelle les lois de la thermodynamique des trous noirs. Alors il y en a 4, comme en thermodynamique usuelle. La première loi, enfin la 0e loi de la thermodynamique habituelle, nous dit que la température d'un corps à l'équilibre est constante. L'équivalent pour un trou noir, c'est qu'à l'horizon d'un trou noir, la gravité de surface, donc l'intensité du champ gravitationnel, si vous voulez, est la même partout. Ça ne va pas de soi, ça, c'est assez contre-intuitif. Pour un trou noir de Kerr, par exemple, ce n'est pas du tout évident, a priori, que l'intensité du champ gravitationnel soit le même partout à l'horizon. Donc c'est déjà une loi qui est non triviale. Mais les plus intéressantes sont les deux suivantes. La première loi de la thermodynamique usuelle, c'est, si vous voulez, la conservation de l'énergie. Ou pour le dire de façon un tout petit peu plus précise, c'est l'équivalence entre travail, c'est-à-dire effet mécanique, et chaleur, c'est-à-dire ce qu'on a là. C'est que la variation d'énergie totale est liée à un terme qui vient de la chaleur et un terme qui vient des effets mécaniques. Et que c'est la somme qui intervient. Il y a équivalence entre chaleur et travail. La première loi de la thermodynamique des trous noirs est un peu plus compliquée. Il faut expliquer les termes. E, c'est l'énergie du trou noir. Kappa, c'est l'intensité de sa gravité à la surface. A, c'est son aire. Oméga, c'est sa vitesse angulaire de rotation. J, c'est son moment cinétique. Phi, c'est son potentiel. Et Q, c'est sa charge. Mais peu importe les détails. Le sens intuitif est très clair, vous allez le voir tout de suite. Que nous dit cette formule ? Deux choses. La première, elle nous dit que si je rajoute de la masse, c'est-à-dire de l'énergie, ou que je rajoute du moment angulaire, ou que je rajoute de la charge, je vais changer l'aire du trou noir. Et je peux calculer de combien je vais changer l'aire du trou noir. Donc c'est une formule qui me dit comment varie la taille du trou noir par rapport ou en fonction des grandeurs fondamentales qu'il caractérise. Mais c'est plus que ça. C'est aussi une formule qui est à mettre en regard de celle que j'évoquais juste avant, celle de la thermodynamique usuelle. W, c'est le travail, c'est ce qu'on a là. E, c'est l'énergie, c'est ce qu'on a là. Et donc, il faut identifier le TdS, température fois entropie, à ce qu'on a là. A, effectivement, c'est la conjecture de Bekenstein. L'air est vraisemblablement quelque chose qui est comme l'entropie, S. Mais ce qui me reste à faire, c'est à identifier l'équivalent d'une température. Et la suite, le reste de cet exposé va être essentiellement dédié à la compréhension de ce qu'est la température des trous noirs. La seconde loi de la thermodynamique usuelle, c'est que l'entropie ne peut qu'augmenter. Alors, j'y reviens quand même 5 secondes. C'est très puissant, ça, parce que ça veut dire qu'il y a des transformations qui conservent l'énergie et qui pourtant ne se produisent pas. C'est que la goutte de lait diffuse dans le café. Mais la goutte de lait qui se reforme dans le café, ça ne viole aucune loi de la physique. C'est permis, ça conserve l'énergie. Et pourtant, ça n'a pas lieu. C'est la thermodynamique qui l'interdit. Pourquoi ça n'a pas lieu ? Simplement parce que le nombre de micro-états associés à ce macro-état, qui est la goutte de lait bien formée, est extraordinairement plus faible que le nombre de micro-états associés au lait diffus. D'accord ? Donc c'est un espèce d'outil de sélection, cette seconde loi de la thermodynamique. Et enfin, la troisième, c'est de dire qu'il est impossible, usuellement, d'amener un système à une température strictement nulle. Et dans le cadre des trous noirs, c'est de dire qu'il est impossible de former un trou noir avec une gravité à la surface qui est exactement nulle. Alors, on peut baisser la gravité de surface d'un trou noir en injectant de la charge, par exemple, mais il est impossible, avec un nombre fini d'opérations, de l'amener à un champ gravitationnel strictement nul. Reste donc à comprendre ce qu'est cette mystérieuse température que je dois mettre en regard de l'entropie. Pour ça, et c'est la grande découverte de Hawking bien sûr, il faut commencer par comprendre un peu ce qu'est le vide quantique. Alors la mécanique quantique, c'est l'autre grande théorie du XXe siècle, avec la relativité d'Einstein. La mécanique quantique, c'est la théorie qui nous dit qu'à petite échelle, beaucoup de choses deviennent discrètes, discontinues, un peu comme si le travail d'ourdissage du réel se révélait,
qui nous dit que des particules élémentaires sont comme douées d'ubiquité, qui nous dit qu'il faut renoncer au reposant déterminisme de la physique classique au profit d'une vision stochastique ou probabiliste. Mais elle a aussi une conséquence très forte en ce qui concerne le vide. Quand bien même je retirerais toutes les molécules et tous les atomes d'une quantité donnée d'espace, eh bien, je ne pourrais pas faire une sorte de vide parfait. Pourquoi? Parce que la mécanique quantique me dit que la conservation de l'énergie, donc la variation de l'énergie dE, peut être non nulle pendant un temps très bref, de l'ordre de la constante de Planck divisée par l'intervalle de temps. Et ça veut dire, d'un point de vue intuitif, que le vide est en réalité peuplé à chaque instant de petites paires de particules. Alors on dit que c'est des paires de particules virtuelles, mais vous savez comme en philosophie, virtuelle s'oppose à actuelle, pas à réelle. Donc elles sont bien réelles, bien que virtuelles. Ces paires de particules naissent ex nihilo, si vous voulez, et puis disparaissent quelques fractions de seconde plus tard. Alors ça, c'est quelque chose qui peut être mesuré. On peut le mesurer avec ce qu'on appelle le décalage de Lamb, le fait que les raies de l'hydrogène se dédoublent. Et ça, on ne peut l'expliquer en théorie quantique des champs que par interaction avec les fluctuations du vide. Donc c'est une première indication de leur existence bel et bien réelle. On peut aussi le mesurer avec ce qu'on appelle l'effet Casimir. On prend deux plaques, et puis on s'arrange pour que les plaques, parce qu'elles sont conductrices, ne permettent pas l'existence de fluctuations du vide entre les plaques qui est plus grande que la distance interplaque. Alors qu'à l'extérieur, ces mêmes fluctuations peuvent exister. Donc, de façon très naïve, j'ai moins de fluctuations entre les plaques qu'à l'extérieur. Donc, les fluctuations doivent engendrer une pression résultante qui vont rapprocher les plaques l'une de l'autre. Et ça, je l'observe aussi. Et le troisième effet qui n'a pas encore été observé, mais qui est très intéressant, c'est l'effet Schwinger, à savoir qu'un champ électrique très intense pourrait briser les fluctuations quantiques du vide. Et je le mentionne parce qu'en cosmologie, c'est un peu ce qui arrive. Alors c'est une analogie lâche, mais pendant la période d'inflation, c'est aussi comme ça qu'on pense qu'on crée les particules élémentaires. C'est une sorte d'effet Schwinger, non pas dû au champ électrique, mais dû à l'accélération de l'expansion de l'espace. Quel est le rapport avec les trous noirs? J'y viens. L'effet de marée, donc, que Françoise Combe a rappelé dans son exposé de façon très intuitive, eh bien, c'est cet effet que la Lune va engendrer sur la Terre et qui va étirer la Terre. Alors, j'ai remarqué que parfois on croit que l'effet de marée, c'est qu'on a une poche d'eau de ce côté-là, parce qu'on est plus près de la Lune, et c'est tout. Donc ce n'est pas que ça, on a une poche d'eau de ce côté-là et une poche d'eau de ce côté-là. Donc très naïvement, ce point-là est à l'équilibre. Il voit une force centrifuge, enfin j'aime pas cette façon de parler, mais elle permet de comprendre. Le point au cœur de la Terre voit une force centrifuge qui est exactement compensée par la force gravitationnelle, il ne se passe rien. Mais le point qui est là voit plus de gravité et moins de centrifuge, donc il est bien attiré vers la Lune. Et le point qui est là voit moins de gravité et plus de centrifuge, donc il est bien attiré vers l'extérieur. Donc on a bien un étirement de la Terre par la Lune. C'est ça l'effet de marée. C'est ça qui brisait éventuellement les nuages de gaz qui a été évoqué tout à l'heure. Alors si je mets un trou noir, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ça. Quand les fluctuations quantiques du vide, qui sont là de toute façon, qui ne sont pas liées au trou noir, ont lieu loin du trou noir, elles se recombinent et il ne se passe rien de particulier, comme habituellement en l'espace de masse. Mais parfois, très proche de l'horizon du trou noir, l'effet de marée devient tellement intense que les fluctuations du vide sont brisées par la variation du champ gravitationnel du trou noir. Ce qui fait que l'observateur lointain qui est là voit effectivement un flux de particules qui émanent du trou noir. Alors évidemment, je suis en train de contredire tout ce qu'on vous a appris jusqu'à maintenant, à savoir que rien ne pouvait s'échapper d'un trou noir, à savoir que sa masse ne pouvait qu'augmenter. Comme souvent, il y a le théorème classique, qui est juste, qui est vérifié, parfois même démontré, et puis il y a la nouvelle vision du jeu quand la mécanique quantique vient s'inviter dans la partie. Donc cet effet-là, l'évaporation des trous noirs par effet Hawking, est purement quantique. Il n'a pas lieu pour les objets macroscopiques entièrement décrits par la physique classique. Alors ce qui est remarquable, c'est que la température des trous noirs, dans ce contexte, peut être calculée. Et Hawking a montré que les particules émises par un trou noir ressemblent à un spectre thermique, qu'on appelle une distribution de corps noirs. Alors, pas noir parce que le trou est noir, le Soleil est un corps noir aussi, d'accord? Mais ça veut dire en gros que c'est une distribution de particules qui est une courbe en cloche et qui pointe, qui pique à la température de l'objet. Et on peut calculer explicitement la température d'un trou noir, ce qu'on appelle la température de Hawking. Et je trouve que c'est une des plus belles formules de toute la physique théorique, parce qu'elle est très simple, ce n'est pas des équations qui font 4 lignes de long, et ce que vous voyez, c'est que dans la même formule, il y a la constante de Planck, la constante de Boltzmann, la constante de Newton et la vitesse de la lumière. Il y a du quantique, du statistique, du relativiste et du gravitationnel. Et là, on sent tout de suite que ce phénomène est très fondamental pour comprendre la structure intime de la nature.
Et toutes les lois fondamentales, tous les paradigmes fondamentaux de la physique sont en quelque sorte convoqués en même temps dans la dérivation de cette formule. Et puis il y a la masse. Alors la masse, elle est au dénominateur. Ça, c'est un peu bizarre. Parce que ça veut dire que plus un trou noir est léger, enfin disons, moins il est massif, plus sa température est élevée. Ça, c'est curieux. C'est curieux, mais en fait, on peut le comprendre de façon très simple, sans relativité, physique de terminale. Le champ newtonien, c'est Gm sur R carré, n'est-ce pas? Mais si je me place à une distance du centre qui n'est pas n'importe quoi, mais qui est l'horizon, donc si j'évalue l'intensité du champ à l'horizon d'un trou noir, je prends R égale le rayon de Schwarzschild, eh bien, ça me fait M sur M carré. Et M sur M carré, c'est 1 sur M. Donc vous voyez que le champ gravitationnel est bien, curieusement, si je puis dire, d'autant plus grand que M est petit. Mais ce n'est pas magique, c'est simplement parce que j'ai du M sur R2. Donc si j'ai une masse plus faible, je perds linéairement en M, mais je gagne quadratiquement en R2. Ça ne serait pas vrai pour une planète, par exemple. C'est fondamentalement lié au trou noir parce que le rayon est linéaire en masse. Il n'y a aucun autre objet physique connu qui vérifie cette propriété. Alors ça a des conséquences paradoxales. Un morceau de métal, quand il rayonne de l'énergie, il refroidit. Un trou noir, quand il rayonne de l'énergie, il se réchauffe. Il rayonne de l'énergie, donc sa masse diminue, donc sa température augmente. Donc vous voyez que c'est un système très instable. L'évaporation d'un trou noir est quelque chose d'explosif. Alors à l'heure actuelle, on ne l'a jamais observé expérimentalement pour les trous noirs, mais on l'a observé pour ce qu'on appelle des systèmes analogues, et en l'occurrence des trous noirs acoustiques. Alors vous allez voir, c'est très beau, d'ailleurs ça permet de bien comprendre ce que c'est que l'horizon. Imaginez qu'on ait un flux d'eau avec une chute d'eau ici. Et évidemment, l'eau accélère au fur et à mesure qu'on s'approche de la chute. Et puis, il y a des poissons. Alors les poissons, ils ont une certaine vitesse de propagation, de déplacement dans l'eau. Tant qu'on est loin de la chute, ils peuvent aller dans les deux sens, parce qu'ils se déplacent plus vite que l'eau. Donc ils peuvent remonter le courant. Mais quand on s'approche de la chute, vient un moment où, même si les poissons nagent par ici, en fait, ils vont par là, parce que la vitesse de natation des poissons devient plus faible que la vitesse de l'eau. Donc vous voyez qu'une fois que j'ai passé ce point de non-retour, et vous comprenez bien sûr que c'est l'analogue de l'horizon, même les poissons qui nagent vers la droite vont en réalité vers la gauche, exactement comme la lumière à l'intérieur du trou noir. Alors concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une analogie. Ce qui va remplacer la lumière pour un vrai trou noir, ici, ce sera les phonons, donc des petites perturbations des milieux matériels. Ce qui va remplacer la relativité générale, ce sera la mécanique des fluides. Et ce qui va remplacer l'horizon des événements, ce sera cet horizon sonique. Alors, d'un point de vue expérimental, c'est magnifique, parce que la température de Hawking d'un trou noir acoustique, comme ça, est extraordinairement faible. Donc, il faut refroidir le système, créer ce qu'on appelle un condensat de Bose-Einstein, et puis le porter à des vitesses très élevées par des effets laser. Puis, il y a des astuces géniales. On ne crée pas un horizon, mais deux horizons pour faire des effets résonnants. Enfin, moi, je trouve qu'au niveau des expérimentateurs qui ont fait ça, ça tient du génie. Et effectivement, on commence à avoir de bonnes indications que cet effet de rayonnement de Hawking est observé pour ce type de trou noir. Alors, ce n'est pas une preuve, parce que ce n'est pas un vrai trou noir, au sens gravitationnel. Mais c'est quand même une indication très forte, parce que dans le calcul de Hawking, il y a des choses qu'on n'aime pas. Il y a des fréquences arbitrairement grandes, etc. Et donc, on avait quand même quelques inquiétudes sur la dérivation de l'effet Hawking. Mais on a les mêmes problèmes, en fait, dans le cas de la mécanique des fluides. Et pourtant, on mesure que l'effet est bien là. Donc ça, c'est quelque chose qui, je pense, fiabilise énormément toute l'approche de thermodynamique des trous noirs. Alors, je m'engage à ne pas dépasser 2 minutes. 2 minutes, c'est, voilà, je le jure, de formalisme. Mais je prends quand même 2 minutes pendant lesquelles les moins physiciens d'entre nous peuvent faire une pause. Parce que là, je vais vous montrer la vraie origine de l'effet Hawking, parce que cet effet de marée sur les fluctuations du vide, en fait, c'est un peu bidon. La vraie origine, c'est ça. Là, j'écris le Lagrangien, c'est une fonction mathématique qui décrit la propagation de ce qu'on nomme un champ scalaire en espace courbe. Prenez R égale 0 pour un couplage minimum. Si on veut quantifier cette théorie, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on promeut le champ au rang d'opérateur en lui imposant des relations de commutation. Les commutations au même instant et en des lieux différents sont nulles, c'est la causalité, et sont non nulles entre le champ et son moment conjugué. On développe le champ sur une base d'ondes planes, les modes F et F star, qui ont des fréquences positives et négatives, et les coefficients, on les appelle A et A croix. Et quand on remplace là-dedans, on trouve que les coefficients A et A croix vérifient les relations de commutation de l'oscillateur harmonique qu'on apprend en premier cycle universitaire. Ce qui veut dire qu'on peut interpréter A et A croix comme ce qui me permet de calculer le nombre de particules. Mais je peux faire la même chose sur une autre base, une base de mode G, et j'appelle mes coefficients B et B croix, qui vérifient les mêmes relations de commutation et qui permettent aussi de calculer un nombre de particules. Et puis je peux exprimer A en fonction de B, B en fonction de A. C'est ce qu'on appelle une transformation de Bogoliubov. Et là, il se passe un truc très joli.
en quelques lignes de calcul simples, ce n'est pas des mathématiques de haute volée, on peut calculer le nombre de particules mesurées par l'opérateur, par les fonctions g, mais dans le vide des fonctions f. Donc on va trouver 0, on est dans le vide. Et qu'est-ce qu'on trouve? Pas 0. Ça veut dire que si vous calculez le vide à partir des fonctions f, mais que vous mesurez le nombre de particules à partir des fonctions g, vous ne trouvez pas la bonne valeur. Ça a un sens, et c'est pour ça que je viens de faire cette petite digression, c'est un sens conceptuel extraordinairement profond. Ça veut dire qu'en fait, même le concept de particules est relatif. La relativité nous a appris que l'espace et le temps sont en quelque sorte interchangeables, sont la même chose. Mais là, ce qu'on voit, c'est que même en un lieu donné, deux observateurs ne se mettront pas d'accord sur le nombre de particules physiques qui se trouvent en ce lieu. Alors, en espace plat, en espace euclidien, sans masse, tout va bien. Tout va bien parce que les symétries du groupe de points carrés nous imposent un choix privilégié de modes sur lesquels décomposer les champs. Et donc, on peut se mettre d'accord sur le nombre de particules. C'est non ambigu. Mais dès que j'ai de la courbure, je n'ai plus une base privilégiée. Et donc, je dois tenir compte de cette ambiguïté dans le nombre de particules. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on crée les particules élémentaires en cosmologie, à la fin de l'inflation. Et l'effet Hawking, sa véritable origine, c'est que l'observateur en chute libre sur le trou noir, celui qui est dans le vrai vide, eh bien, quand je calcule ce que ça donne pour l'observateur qui, lui, est stationnaire, je dois faire une telle transformation et je ne trouve pas un nombre nul de particules. La parenthèse est finie. Je reviens aux choses plus simples et conceptuelles. Est-ce qu'on peut espérer l'observer, cette évaporation des trous noirs, pour les objets réels, les objets gravitationnels, pas les trous noirs acoustiques? C'est très dur. Et la raison à ça est simple, c'est que pour un trou noir stellaire, ceux dont l'existence ne fait pratiquement plus doute, la température de Hawking est atrocement faible. Elle est plus faible que la température de l'environnement, c'est-à-dire la température du rayonnement fossile. Ça veut dire qu'en réalité, les trous noirs stellaires ne s'évaporent pas, en fait. Ils ne s'évaporent pas du tout. Ils accrètent de la matière. Donc je peux attendre infiniment longtemps, je ne vais jamais les voir s'évaporer. Si je veux voir un trou noir s'évaporer, il faut un trou noir de faible masse. Typiquement un trou noir dont la masse initiale est de l'ordre de 10 puissance 15 grammes. Ça, c'est la masse d'une petite montagne. C'est ridicule par rapport à la masse d'une étoile. Et ça va me donner un temps d'évaporation qui sera à peu près égal à l'âge de l'univers. Donc quelque chose que je peux mesurer. La question est, de tels petits trous noirs existent-ils? On les appelle les trous noirs primordiaux. Nous ne connaissons pas la réponse. Ils pourraient s'être formés eu égard à la densité importante qui régnait dans l'univers juste après le Big Bang, non pas à cause de l'effondrement d'étoiles, il n'y avait pas du tout d'étoiles à cette période, mais à cause des fluctuations intrinsèques de densité qui existaient dans l'univers primordial. Alors on les recherche activement, ces petits trous noirs en évaporation, sous forme de rayons gamma, sous forme d'antiprotons, de positons. Ça c'est un spectre que j'avais calculé il y a quelques années, théorique, pas observé hélas. Alors pourquoi antimatière? Parce que la gravité est démocratique. La gravité émet autant de protons que d'antiprotons. Mais comme il y a beaucoup moins d'antiprotons dans l'univers, si je veux observer le phénomène, j'ai intérêt à chercher des objets rares, donc de l'antimatière. À l'heure actuelle, nous n'avons aucune indication expérimentale de l'existence de ce phénomène. Néanmoins, bien sûr, il est légitime de continuer la traque parce que ça serait une double découverte majeure. D'une part, ça serait la découverte de l'effet Hawking, que nous n'avons toujours pas observé dans le secteur gravitationnel, mais en plus, ça serait la découverte d'objets qui se sont formés quelques milliardièmes de secondes après le Big Bang, et donc de reliques de l'univers primordial. Et donc là, les trous noirs, vous voyez, se connectent en quelque sorte avec la cosmologie, c'est-à-dire avec l'histoire de l'univers. Alors une question annexe qui est souvent posée est la suivante. Va-t-on former des petits trous noirs auprès du grand collisionneur LHC du CERN? Alors la réponse brutale est très probablement non. Non, parce que les théories dans lesquelles il serait possible de former des petits trous noirs au LHC sont des théories très exotiques qui supposent l'existence de grandes dimensions supplémentaires, ce qui permet de baisser l'échelle de Planck, qui est l'échelle d'énergie, à laquelle on peut faire des trous noirs. Alors, il y a très peu de chances que ça arrive. Si c'était le cas, ça serait magnifique. Ce serait d'ailleurs un très bel exemple de ce qu'on appelle en physique théorique la connexion infrarouge ultraviolette, c'est-à-dire basse énergie, haute énergie. Parce que vous voyez que plus l'énergie de la collision au-delà de l'échelle de Planck est grande, plus je fais un trou noir de grande masse. Mais grande masse dit faible température. Donc si je fais une collision à très haute énergie, je vois des particules émergentes à très basse température. C'est une très belle dualité. Alors d'un certain point de vue, ça serait la fin de la physique des particules, puisque tous les processus intéressants seraient cachés par l'horizon du trou noir. Mais évidemment, ça ne serait pas la fin de la physique dans l'ensemble, puisqu'en étudiant l'évaporation de ces trous noirs, je pourrais apprendre beaucoup de choses sur la taille des dimensions supplémentaires, sur la structure de la théorie gravitationnelle, etc. Alors, est-ce dangereux?
Non, parce que ces trous noirs vont s'évaporer presque instantanément. Oui, mais si on se trompait, s'ils ne s'évaporaient pas, après tout, on ne l'a jamais vérifié, est-ce que ce serait dangereux? Et la réponse est non, pour une raison extrêmement simple, qui est que ce que fait le LHC, la nature le fait déjà. C'est-à-dire qu'il y a à chaque instant dans l'atmosphère terrestre des collisions à des énergies qui sont plus grandes que celles du LHC. Donc si l'effet devait être létal pour notre planète, nous serions déjà tous morts. Alors, il nous reste à comprendre un peu quand même ce que c'est que cette étrange entropie, parce que qui dit entropie, et en plus entropie maximale, dit donc que l'observateur macroscopique perd de l'information. Mais quelle est cette information qu'on perd dans les trous noirs? Pour répondre à ça, certainement, il faut une théorie de gravitation quantique, qui est d'ailleurs aussi une manière de faire face à un problème que je n'aborde pas aujourd'hui, qui est celui de la divergence, de la singularité au cœur des trous noirs. Alors pourquoi faut-il une théorie de gravité quantique? Certains parlent d'unification, c'est vrai, c'est une quête qui est louable, mais je dirais que plus fondamentalement encore que l'unification, c'est un problème de cohérence. C'est qu'on sait que pour décrire le Big Bang, pour décrire l'intérieur des trous noirs, j'ai besoin simultanément de relativité et de mécanique quantique. Donc même si j'abandonne l'unification, je ne peux pas travailler de façon simultanée avec deux théories incohérentes. C'est une question de logique mathématique. Donc j'ai certainement besoin d'une telle théorie. C'est très difficile. Einstein et beaucoup d'autres grands esprits s'y sont cassés les dents. Il y a des raisons techniques que je n'évoque pas ce soir, de groupes de renormalisation, de définition d'un produit scalaire entre des métriques, etc. Puis il y a une raison que j'évoque davantage, c'est celle du temps, par exemple. En mécanique quantique, le temps, c'est le vrai temps, c'est le temps usuel, c'est un temps extérieur. Alors qu'en relativité, le temps, c'est de l'espace. Quelque part, le temps n'existe pas en relativité. Donc vous voyez qu'il y a une tension au niveau même de la construction entre nos deux grandes théories physiques. Et donc c'est très difficile de tenter de les penser simultanément. Alors on a une première piste qui est très étudiée, la théorie des cordes, qui est une vraie théorie d'unification, donc à l'instar d'une corde de violon qui, suivant la position des doigts sur le manche, peut générer toutes les notes de la gamme chromatique. Les petites cordes fondamentales qui constitueraient la nature peuvent générer toutes les particules connues, une théorie qui est très élégante, qui est associée à des outils mathématiques extrêmement puissants, même au-delà du simple corpus de la théorie des cordes, mais qui est très lourde en hypothèse. Il faut supposer qu'il existe des nouvelles dimensions et puis des symétries que nous n'avons pas encore observées. Je vous passe les détails, mais après un peu de travail, en faisant varier quelques paramètres de façon adiabatique, ce qui est très beau, c'est qu'on peut calculer l'entropie des trous noirs. Et on trouve effectivement que quand le trou noir se transforme en une sorte de gaz de cordes, ou d'ensemble de cordes, je peux calculer le nombre de microétats et je retrouve la fameuse entropie de Bekenstein. Alors ça, c'est très, très probant, mais ça ne marche que pour certains types de trous noirs qu'on appelle des trous noirs quasi-extrémaux et qui ne sont pas forcément les trous noirs astrophysiques. Et la seconde approche la plus étudiée, c'est ce qu'on nomme la gravitation quantique à boucle, qui n'est pas une théorie d'unification, qui est simplement une manière de tenter, enfin simplement, ça prête à sourire parce que c'est déjà très difficile, mais de tenter d'unifier la physique d'Einstein d'une part avec la physique de Schrödinger, Bohr, Heisenberg et de Broglie d'autre part, en réécrivant la relativité générale un peu comme une théorie de physique des particules et en appliquant les formules de quantification usuelle. Ce qui est très intéressant ici, c'est que ce n'est pas une théorie dans l'espace-temps, c'est une théorie de l'espace-temps. Et ce qui émerge, c'est une sorte d'espace-temps granulaire avec des liens entre les petits atomes d'espace, c'est ce qu'on nomme un réseau de spin. Et si on calcule les intersections entre ce réseau de spin et un horizon, qui ressemblerait à un trou noir, on peut calculer les états associés à cet horizon, et là encore, on retrouve l'entropie de Bekenstein, moyennant la fixation d'un paramètre libre de la théorie. Alors le dernier problème, rassurez-vous, je ne vais pas dépasser, ou pas de plus de 2 minutes en tout cas, le dernier problème lié à tout ça, qui finalement n'est pas indépendant, c'est celui de l'information. Parce que quand un trou noir s'évapore, le rayonnement de Hawking semble être amnésique, semble avoir perdu la mémoire de ce qu'il y avait dans le trou noir. Et ça, la physique nous apprend que ce n'est pas possible. Alors, il y a beaucoup de solutions qui sont recherchées à cette amnésie des trous noirs. Peut-être que l'information est vraiment perdue. Alors ça veut dire que la mécanique quantique est fausse, et c'est quand même très embêtant. Peut-être qu'il y a une sorte d'univers à l'intérieur du trou noir où l'information est présente. Peut-être que l'information retourne vers l'extérieur par symétrie temporelle. Peut-être que l'évaporation s'arrête, ce que les théories de gravité modifiée suggèrent. Peut-être qu'elle est recopiée autre part, ou peut-être qu'elle est codée sur l'horizon du trou noir. Donc la récente solution de Hawking, qui a fait couler beaucoup d'encre dans les médias, n'est qu'une des plusieurs centaines d'études qui s'insèrent dans un de ces 6 paradigmes. Vous voyez qu'il y a énormément de travaux théoriques actuellement en cours sur ce problème, et la situation est loin d'être résolue.
Donc je conclus en quelques minutes sur le modèle sur lequel Carlo Rovelli, Francesca Vidotto et moi travaillons en ce moment, donc physique spéculative, recherche en cours, à savoir celui de trous noirs qui seraient en réalité des objets en rebond. C'est-à-dire que la solution classique ressemblant à un trou noir rebondirait de façon quantique vers une solution classique ressemblant à un trou blanc, c'est-à-dire un objet dans lequel rien ne peut entrer. Alors évidemment, le problème de l'information est immédiatement résolu, puisque ce qui entre ressort. Pourquoi il en serait ainsi? Parce qu'il est assez classique que des effets quantiques permettent précisément de relier des solutions classiques entre elles qui ne pourraient pas évoluer naturellement sans passer par la période quantique. Et puis la question est, oui, mais alors comment se fait-il qu'on ne voit pas de trou blanc dans la nature? Ce modèle a l'air faux. Et la raison à ça, c'est que si on calcule le temps que met l'objet pour rebondir dans le référentiel propre de l'objet, c'est quelques fractions de seconde, mais mesuré par l'archiviste, par l'observateur de Schwarzschild, par l'astronome, c'est plusieurs milliards de fois l'âge de l'univers, à cause de la dilatation du temps dans le champ gravitationnel. Donc évidemment, c'est cohérent avec les observations, et le seul espoir de le tester, c'est de voir bien sûr des petits trous noirs pour lesquels le temps de rebond serait suffisamment bref. Ce qui est aussi lié à une problématique cosmologique. Si les trous noirs rebondissent, alors l'univers doit aussi avoir rebondi. J'insiste bien, tout ça est très spéculatif. Là, mes 2-3 derniers transparents sont de la physique, des hypothèses physiques parmi d'autres. Et donc, il y aurait eu une phase de contraction avant la phase d'expansion dans laquelle nous nous trouvons. Ce que je trouve excitant dans ce domaine, c'est de la même façon que Françoise Combe a montré que pour les trous noirs, le trou noir au centre de la galaxie, dans quelques années, on aura des observations. Eh bien là, on commence à pouvoir faire des calculs. Là, je montre un spectre qu'a produit mon ami et collègue Boris Bolyai, où on peut calculer ce que ce type d'idée engendrerait dans le rayonnement fossile. Et le rayonnement fossile, on le voit. Donc on entre dans une ère où toutes ces spéculations autour de la gravité quantique commencent à pouvoir s'approcher du champ de la science réellement utile, c'est-à-dire de la physique expérimentale. Voilà, donc je dirais en conclusion que, comme vous l'avez senti, ce sont des objets fascinants, les trous noirs. Globalement, ils sont très bien compris. L'essentiel est sous contrôle, c'est plutôt un exemple paradigmatique d'application de la relativité générale, mais il reste des problèmes. Quelle est la nature fondamentale de l'entropie? Que devient l'information? Et qu'advient-il en leur cœur? Ça, c'est une histoire qui est encore en train de s'écrire. Je vous remercie.